Bonsoir, merci à ceux qui sont restés pour la prochaine table ronde, la dernière de la journée autour du principe de précaution, après avoir longuement débattu du business du médicament. Voilà, je vous laisse quand même vous installer ceux qui sont retardataires, à ce que je vois. Patrick Gaudret, et pas le seul. Voilà, alors le principe de précaution, nous avons souhaité aller sur ce sujet parce que nous voyons bien qu'il y a une judiciarisation des rapports, en tout cas que nous pressentons comme grandissante. Et c'est vrai que ce principe est invoqué à chaque fois, régulièrement invoqué. Et puis, pour mémoire, donc le principe de précaution a été inscrit dans la Constitution suite à des scandales sanitaires, tels que celui du sang contaminé, ou encore, et environnementaux également, tels que celui de la vache folle. Et souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que cela, lorsqu'on a eu l'épidémie d'Ebola, le virus d'Ebola, il a été question de mettre en quarantaine les passagers d'avions qui venaient de pays contaminés. Et le principe de précaution a une nouvelle fois été invoqué et faisait débat dans la société. N'empêche, il s'agit pour nous de savoir de quoi il s'agit, s'il est clairement défini, qu'est-ce qu'il amène ou est-ce qu'il protège le citoyen et de quoi. Il s'agit également pour nous de savoir ce que dit de nous ce principe de précaution que nous invoquons dans une société qui exalte en fait le principe plutôt de la prise de risque au nom de la performance. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses à discuter en peu de temps. Néanmoins, nous avons réuni autour de nous un plateau d'intervenants, comme toujours au Forum européen de bioéthique, pluridisciplinaire. Et nous avons gardé également Maître Brown, qui était intervenu tout à l'heure. Maître, je vais vous laisser vous présenter au public. Bon alors, Bernard Brown, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, ce serait une redite, mais autrement, je suis avocat au barreau de Strasbourg et je travaille dans le droit de la distribution et de la concurrence, qui est relativement proche des sujets que nous traitons aujourd'hui. Mais le principe de précaution, c'est le principe suprême, c'est certainement le principe qui est très juridique et qui s'applique d'abord à la santé. C'est un sujet très intéressant. Bon. Bernard-Marie Dupont. Juste, je pense que j'interviens comme prof de philo ou comme oui. pour parler du principe de précaution. Voilà, donc j'aurai la casquette professeur de philosophie. Alors. Non, mais de toute façon, le principe, c'est de prendre la casquette qu'on a envie d'avoir. Médecin, effectivement, philosophe, juriste, ça fait pas mal de choses. Valérie également, qu'on a écouté, Valérie de Patsepa, qu'on a écouté tout à l'heure en début d'après-midi. Valérie, cette matinée, pardon. Bonjour, donc je suis Valérie Depadt, je suis maître de conférences en droit privé, spécialisée dans les questions de biomédecine, et je suis conseillère de l'espace éthique Île-de-France. David Le Breton. Donc souvenez-vous, c'était lundi, je crois, ou mardi, hier soir. Ah oui, ok, je n'ai plus de notion du temps. Donc hier soir, il venait de revenir c'était un long séjour pour te donner des cours à La Réunion. À La Réunion. Donc oui. Je pense qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Un tout petit peu mieux, mais il y a quand même un écart de température, vous l'imaginez, assez vertigineux. J'ai du mal à m'en remettre. Et donc, pour ma part, j'enseigne la sociologie à l'université de Strasbourg et j'ai pas mal travaillé sur le risque. J'ai écrit plusieurs livres autour plutôt d'ailleurs du risque délibéré, notamment dans le domaine des activités physiques et sportives et aussi dans le domaine des conduites à risque de nos jeunes. Yvan Le Mao, nous vous avons écouté également. Oui, bien sûr. Il marche pas. Oui, bonsoir. Je suis directeur de recherche émérite au CNRS. Mon domaine, c'est la biodiversité, mais à travers la physiologie. La physiologie, c'est la science du fonctionnement. Donc, elle étudie ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, les limites. Et par rapport à ce sujet, j'ai écrit un rapport à l'époque du Grenelle de l'environnement sur les OGM. Voilà, qui va beaucoup nous intéresser également. Le principe de précaution, moi je vous propose de commencer déjà par savoir ce dont il s'agit. Est-ce que c'est clairement défini? Est-ce qu'il s'agit par exemple de faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque, d'être prudent? Qu'est-ce que ça veut dire le principe de précaution? D'une façon... Oui, d'enrayer tous les risques. Non. Non, c'est pas ça. Le risque zéro n'est pas visé par le principe de précaution. Principe de précaution, je pense qu'on peut le définir comme une sorte de norme guide pour les cas où les données scientifiques sont soit insuffisantes ou en tout cas insuffisamment concluantes, incertaines, et où une évaluation scientifique des risques
permet d'identifier les risques et de prendre des mesures en cas de réalisation. Au fond, le principe de précaution, ce sont les mesures qu'on prend quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas les conséquences d'une action quelle qu'elle soit, mais qui s'avère bien entendu utile au sens large du mot pour la société, voire l'humanité. Mais alors, c'est difficile de comprendre ça. Ce sont les mesures que l'on prend pour un risque quand on ne sait pas. Allons peut-être dans un cas concret, la cigarette électronique. Voilà. On sait que la cigarette électronique est certainement une bonne chose dans la mesure où elle permet de remplacer le tabac, mais on ne connaît pas les effets secondaires de la cigarette. On imagine, on pense qu'il y en a peut-être, mais on est pour l'instant incapable de les identifier, ou en tout cas de les quantifier. Ce qui fait qu'on va prendre un certain nombre de mesures au cas où les risques se réaliseraient afin de les minimiser. Mais le principe de précaution, en aucun cas, n'est un principe d'inaction. Justement, il permet d'agir, mais d'agir en encadrant l'action de mesures qui vont permettre, dont on espère qu'elles vont permettre de minimiser les risques inhérents à cette action s'ils devaient se réaliser. Yvon Lemao, vous me disiez quand nous avons échangé là-dessus, l'Académie des sciences s'est d'abord arc-boutée là-dessus, contre ce principe, si je vous ai bien compris, hein, sinon vous corrigez, au début, et je ne suis pas d'accord, car les excès dénoncés par le principe de précaution, notamment par rapport à la recherche par exemple, donc la précaution qui peut conduire jusqu'à l'inactivité ou à freiner la recherche, vous dites que c'était quand même un peu excessif. Bon, d'abord, évidemment, je ne vais pas casser du sucre sur l'Académie, j'en fais partie, mais il est normal qu'au sein de l'Académie des sciences, tout le monde ne soit pas d'accord. Et ça peut évoluer. Et c'est vrai qu'en majorité, l'Académie des sciences était contre le principe de précaution, et ça peut se comprendre par peur d'entraîner, que ce principe entraîne une inaction, une paralysie, et empêche l'innovation. Je crois que c'est pas ça, c'est pour ça que je suis partisan du principe des précautions. Il est évidemment ce que l'on en fait. Le principe de précaution, finalement, il est destiné à empêcher ceux qui auraient une approche scientiste. La définition du scientiste, c'est celui qui ne connaît pas les limites de son expertise et qui, une fois, qui dépasse les possibilités, et je crois que c'est ça le principe de précaution. Au contraire, je pense que le principe de précaution doit susciter une innovation. Il n'est pas contre l'innovation scientifique, il doit la susciter. Et je pense par exemple, puisque je citais les OGM tout à l'heure, le problème des OGM, eh bien, il n'est pas dans une vision idéologique où on doit s'opposer à la science. Le problème des OGM à travers leur effet qui va entraîner à partir du moment où on produit en permanence, même lorsqu'il n'y a pas de ravageurs, des insecticides qui sont destinés à tuer les ravageurs, on est sûr que comme si on utilisait des antibiotiques chez des gens bien portants, on entraînera une résistance des ravageurs. Donc, ça veut dire que le problème des OGM, c'est qu'il n'y a pas assez de science, il faut aller plus loin dans la science. J'aimerais bien que vous développiez un peu plus cet exemple-là. Il n'y a pas assez de science, il faut aller plus loin dans la science. Absolument. Oui. C'est pour moi la leçon, et j'ai des confrères ici, je pense qu'ils sont d'accord avec moi, que le principe de précaution tel qu'il doit être utilisé doit amener, lorsqu'il y a un problème, à aller vers une approche, mais on ne peut pas toujours. C'est pour ça que l'autre jour, lors du débat sur la pollution, Oui. j'ai pris l'exemple du changement climatique. Oui. On ne pourra jamais prouver les effets de l'augmentation des gaz à effet de serre. On ne pourra jamais les prouver directement parce que pour cela, je reprends cet exemple, pardon pour ceux qui ont déjà entendu, mais il faudrait avoir une science qui est analogue à celle que l'on a sur un animal de laboratoire. Il faudrait avoir une planète sur laquelle on ne toucherait pas, puis une autre où on commencerait par manipuler, on réduirait les gaz à effet de serre. Oui. Mais dans ce cas-là, le principe de précaution, et je crois que c'est un bon exemple du principe de précaution, il s'applique, parce qu'à partir du moment où dans les carottes de glace, car c'est notre mémoire, on voit une association, une corrélation, donc ce n'est pas une relation de cause à effet, effectivement, on voit une corrélation entre l'augmentation du CO2
et l'augmentation de la température, et que l'on constate actuellement une augmentation de la température, qui est même d'ailleurs supérieure au scénario de nos collègues du GIEC, eh bien, je crois que là, le principe de précaution s'applique, parce que le jour où éventuellement on réalisera qu'on aurait dû lutter, il sera trop tard. Je dirais quand même que sur le changement climatique, il est déjà trop tard, car il y a 50 ans de décalage entre les décisions que l'on prend et la réalisation du changement et son impact. Donc actuellement, pardonnez-moi l'expression, c'est déjà foutu pour les générations futures. Ce qu'il faut, pardon pour le lapsus, ce qu'il faut, c'est de tenir compte qu'il se produira de toute façon et qu'il aura des impacts. Ça peut être quand même parfois difficile, peut-être pour des entreprises ou dans le domaine de la recherche, d'imaginer, d'anticiper ce qui peut se produire. Pour poser la question autrement, est-ce que, parce que ça on l'entend également beaucoup, est-ce que ce principe de précaution est freinant pour l'innovation? Mais la question se pose peut-être beaucoup plus avant même la juriste. Bernard Méry-Dupont pour la société en général et Bernard Braun peut-être pour son expertise dans le milieu de l'industrie. Est-ce que ça bloque l'innovation? Alors, moi, j'ai toujours écrit la même chose et je n'ai pas varié. J'étais totalement opposé au principe de précaution dans la façon dont on l'a constitutionnalisé. Et je ne comprends pas pourquoi on invente des choses qui existaient déjà et qui s'appellent la vertu de prudence chez Aristote. Or, Aristote, il a un avantage considérable, c'est qu'il hiérarchise les risques. Et on a vraiment un principe d'action chez Aristote. Moi, j'ai l'impression quand même que, quoi qu'on en dise, le principe de précaution aujourd'hui paralyse, en particulier en médecine. Qu'aurait été Pasteur avec le principe de précaution? L'intérêt de la vertu de prudence aristotélicienne, Michel Barnier, 1995, ce qui s'est passé en Bretagne, les pétroliers, et où, à mon sens, on a manqué le coche. Quand il y a un pétrolier qui remonte ou descend un rail, là c'était au large de la Bretagne, évidemment, c'est possible qu'il puisse échouer. Plus le pétrolier est gros, Torrey Canyon 1967, 60 000 tonnes, c'était encore des petits pétroliers, effectivement, il y a un risque possible que le pétrolier s'échoue. Si vous augmentez la cadence, plus de pétroliers qui montent et qui descendent, vous augmentez la circulation dans ce fameux passage, vous augmentez donc le risque. Le risque passe de possible à probable. Et puis il y a un jour, Torrey Canyon, etc., on passe du risque possible au risque probable et du risque probable au risque avéré. Moi, ce qui me semblait intéressant dans l'approche qu'en avait fait Aristote, c'est que justement, il y avait une hiérarchie des risques, des prises de risques acceptables ou pas acceptables. Et je pense que, en revenant à une antique vertu de sagesse, en quelque sorte de prudence, pour Aristote, c'était comment décider en des temps incertains, en n'ayant pas toutes les connaissances, et il faut quand même avancer, alors même qu'on n'a pas toutes les connaissances. Juste un exemple personnel, j'ai pu conduire au Canada des études sur l'ICSI que je n'aurais pas pu conduire en France, dans la mesure où je pense que ça aurait été rendu impossible par ce fichu principe de précaution qu'à mon avis, il faudrait faire sortir de la Constitution. Voilà. Bernard Braun. Oui, en fait, le problème des industriels se pose à deux niveaux. D'une part sur les produits, d'une part sur les produits qu'ils doivent fabriquer. Et là, je crois que la Cour de cassation a très longuement rappelé que la responsabilité des entreprises doit être engagée dès lors que le produit est de nature à faire courir des risques à la santé et que les entreprises doivent se tenir au courant pour prévenir les risques futurs. C'est évidemment d'une vision extrêmement, un peu, je dirais, symbolique et extrêmement difficile à tenir, mais qui est quand même nécessaire pour éviter que des produits dangereux ne viennent sur le marché. C'est très particulier en matière de santé, puisque là, on fabrique des médicaments et que ces médicaments sont utilisés et que les organes de contrôle de l'État ne sont pas toujours en état de vérifier. À partir de là, à partir de quand un produit devient-il dangereux ou non, c'est aux tribunaux de l'apprécier et eux vont commencer à dire que lorsque le risque est probable et que le risque est quasiment avéré, eh bien, la responsabilité est engagée, mais avant cette date, il n'y a pas de responsabilité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en droit français, on a poussé, en matière de droit du travail, la responsabilité des entreprises à l'égard de leurs salariés. Et là, nous pensons aux problèmes de l'amiante, puisque les problèmes de l'amiante se sont
se sont révélés à partir de 1980-85, mais qu'avant cette date, bien entendu, les entreprises n'étaient pas recherchées. Alors on a souvent cru que le principe de précaution, au fond, avait condamné les entreprises à indemniser toutes les personnes, même avant la date de l'apparition de la connaissance du risque. Je dirais que, puisque l'apparition de la connaissance du risque, c'est à partir du moment où il est avéré qu'il y a un véritable risque et que l'entreprise n'a rien fait. Or, tout comme le sang contaminé, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, les juridictions, soit droit public, soit droit privé, ont toujours considéré qu'il y a une frontière à partir du moment où le risque est connu. Avant cette date, le risque est inconnu et bien entendu, on ne peut pas demander aux entreprises ou à l'État un risque de divination. Le principe de précaution est donc un principe actif et un principe d'action et n'est pas un principe qui est trop protecteur. Il a été instillé évidemment dans la Constitution après les différents problèmes dont j'ai parlé, notamment le problème du sang contaminé, où on a considéré qu'un ministre avait la science infuse et aurait pu deviner qu'il y avait un véritable risque de contamination. Par contre, il y a eu un vrai problème sur le sang à partir du moment où on a continué à ne pas prendre des précautions alors que le risque était, disons, commençait à être avéré et que les précautions n'ont pas été prises. Donc la responsabilité de l'État est égale à la responsabilité de l'industriel. Mettre en cause le ministre n'avait pas beaucoup de sens, puis ça n'a rien donné, bien entendu. Par contre, la responsabilité de l'État au niveau de ses hauts fonctionnaires responsables et sachants, au véritable sens du terme, constitue alors un véritable engagement de responsabilité. Le principe de précaution est un principe protecteur, même si quelquefois il a des conséquences, je dirais, anormalement excessives. Peut-être qu'à l'occasion de la pandémie de la grippe aviaire, pouvait-on s'interroger sur la nécessité de vacciner tout le monde. Mais on vaccine des tas d'enfants pour des tas d'autres choses, et malgré tout, la vaccination, tout le monde le sait, reste un sujet de risque. Donc, à partir de quel moment fait-on, a-t-on raison, a-t-on tort? Le principe de précaution, c'est d'essayer de protéger les populations, quand bien même il y a quelquefois des effets excessifs, comme dans tous les principes. Je voudrais juste rappeler que la commission Attali, j'en aurais fini là-dessus, avait voulu retirer le principe de précaution de la Constitution, mais ce mécanisme n'a pas été retenu à l'époque par le gouvernement. Valérie Depade, tout à l'heure, Bernard-Marie Dupont disait ce fichu principe de précaution. J'ai senti une envie de réagir. Oui, parce que... Alors, je parle en juriste, ce qui fait que nos points de vue peuvent peut-être se rejoindre, mais dans le droit, en tout cas, le principe de précaution se distingue du principe de prudence ou de vigilance. C'est autre chose. Autant les obligations, comme on les appelle, de prudence ou de diligence, sont faites pour parer à des risques avérés, connus, autant le principe de précaution consiste en des mesures qui sont prises pour un risque hypothétique, potentiel, ce qui fait que, bien évidemment, les mesures sont différentes. Le principe de précaution s'exerce dans la sphère de l'incertitude, ce qui est tout à fait différent en matière d'obligation de prudence ou de vigilance. Alors, David Le Breton, c'est toujours vers vous, toi, qu'on se tourne pour demander qu'est-ce que ça dit de nous, ce besoin de protection, ce principe de précaution dans une société où finalement on exalte quand même, comme je disais tout à l'heure, vraiment le risque et la performance. Oui, alors pour répondre à ta question, je vais emprunter un petit détour. D'abord, pour Reste dire bien que dans le micro, je suis en faveur d'un principe de précaution tempéré, mais quand même avec un certain nombre de positions critiques. Je ne crois absolument pas que la vertu aristotélicienne de prudence puisse fonctionner dans le contexte de nos sociétés contemporaines, où il y a trop d'enjeux, trop de profits en perspective et autres. Je pense que ces 30 dernières années, on a connu une espèce de montée en puissance vertigineuse des technologies, notamment, et qu'une certaine forme de transparence du monde, aujourd'hui, nous échappe. Nous avons perdu une confiance élémentaire, en quelque sorte, dans les techniques qui nous environnent, même à l'intérieur de la relation sociale. On a connu cette crise de confiance, par exemple, dans l'univers des technologies avec Tchernobyl et autres. Je vous rappelle une époque où, pas bien ancienne, où les experts, entre guillemets, les soi-disant experts, voulaient nous démontrer scientifiquement que le nucléaire n'aurait jamais aucune incidence sur la société civile. Et une série de catastrophes ont montré au contraire combien ces dangers étaient présents. On a eu d'autres exemples, je pense au Concorde ou d'autres éléments du même ordre. Et puis la recherche scientifique également n'est pas indemne de jouer avec le feu,
On l'a rappelé tout à l'heure, les OGM ou d'autres dans les nanotechnologies ou autres, puis bien d'autres domaines. L'alimentation, par exemple, qui fait partie de notre vie ordinaire, de notre vie quotidienne, on a vu combien elle avait été pipée, combien un abîme s'est ouvert soudain dans notre assiette, non seulement à partir de la vache folle, mais un peu avant et puis également après. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus tellement les poissons, on ne sait plus très bien Ferrat dénonçait les poulets aux hormones dans les années 60. On ne sait plus très bien donc ce qu'on mange aujourd'hui et on peut à bon droit être un peu suspecter le contenu de nos assiettes. Le domaine de la santé a été altéré par le scandale du sang contaminé, le Mediator, etc. La sexualité par le sida, et donc le danger finalement devenait au plus proche de nous-mêmes et venait briser la confiance qu'on pouvait avoir dans le domaine des loisirs, des transports, etc. Donc, dans ce contexte-là, nos sociétés essaient d'inventer des procédures de contrôle, en allant parfois sans doute un peu trop loin, et c'est là où effectivement tu soulèves la question de l'ambivalence. Bon, j'ai beaucoup parlé d'ambivalence hier soir, parce que je pense que ça fait partie profondément de la condition humaine. À la fois, nous sommes dans une volonté de protection qui devient une surprotection, et bon nombre de sociologues, d'anthropologues ont dénoncé la société sécuritaire qui est devenue la nôtre, parce que j'oubliais aussi d'ailleurs le risque à l'intérieur même du lien social. Le terrorisme, l'intégrisme porte le danger sur un trottoir, dans un magasin, dans n'importe où. Donc il faut à la fois contrôler sans être trop sécuritaire, mais que nos sociétés deviennent un peu trop sécuritaires amène cette espèce d'échappée belle vers le risque qu'on choisit. D'où la passion de nos sociétés pour le risque dans les activités physiques et sportives de l'extrême, cette espèce de résistance douloureuse de nos adolescents dans les conduites à risque, c'est-à-dire tout ce qu'on leur dit, surtout ne faites pas ça, protégez votre santé, etc. Mais ils volent au devant du danger. Et puis, l'autre chose que je voulais dire pour terminer, c'est qu'il y a à la fois le risque physique, entre guillemets, que là, plutôt, j'ai soulevé, mais il y a aussi le risque symbolique, c'est-à-dire le risque qui renvoie au sens de la vie. Bon, donc, il faut, pour peut-être ouvrir aussi quand même mon propos pour ne pas que je paraisse simplement comme une sorte de dénonciateur du principe de précaution. Je crois qu'il est bon de prendre des risques, c'est inhérent à la recherche, c'est inhérent à la littérature, au cinéma, etc. Il y a un moment où ne pas prendre de risques est le pire des risques, parce que c'est le risque de la sclérose, de l'inertie, de l'ennui, etc. Voilà, nos sociétés donc, sont dans cette balance aujourd'hui, mais avec des enjeux humains absolument colossaux, dont Yvon Le Mao vient d'esquisser le portrait avec le réchauffement de la planète, mais plein d'autres choses, l'apparition de maladies qu'on ne connaissait pas et qui touchent des gens de plus en plus jeunes, etc. Voilà, donc comment rester libre, comment à la fois contrôler nos vies personnelles en restant libre, et risque aussi de jusqu'où on peut aller trop loin dans nos comportements personnels. Jusqu'où on peut aller très loin dans nos comportements personnels, et aussi jusqu'où on peut développer l'idée du zéro risque, de la capacité qu'est-ce qu'il y ait à zéro risque en fait, qu'il n'y ait pas de risque du tout, en tout cas qu'on le gomme, qu'on n'en veuille pas aussi. Alors là, il faut faire l'éloge du risque, du coup. Parce que s'il n'y avait pas de risque dans la vie, c'est toute la saveur du monde qui disparaîtrait. Je crois qu'il faut rappeler que le risque, il est inhérent à chacun de nos choix. Et revenir ici plutôt qu'aller ailleurs, aller voir un film ou venir assister à un débat, nul ne sait, dans cette salle par exemple, si vous n'avez pas manqué un film qui allait complètement bouleverser votre vie, ou si vous étiez allé prendre un café, faire une rencontre absolument prodigieuse. Mais ça peut être aussi une rencontre tragique. Pardon. Et venir ici, ça peut être au contraire trouver soudain des réponses à des questions qui nous hantent. Donc il n'y a pas de vie sans prise de risque pour le meilleur ou pour le pire. Mais quand on prend une décision, on ne sait pas vraiment, on est dans l'incertitude d'une certaine manière, on a une projection de sens, on se dit c'est certainement le meilleur choix que je fais, mais seul l'avenir tient la réponse. Et en plus, le temps qui avance fait que les réponses changent, parce que je peux réévaluer mon choix en fonction des circonstances de façon positive ou négative. Voilà. Donc le risque est inhérent absolument à la condition humaine, on ne l'éliminera jamais, heureusement. Bernard-Marie Dupont.
sur la vertu de prudence, évidemment, avec ma voisine, c'est pas un contentieux, c'est que je parlais d'Aristote, et évidemment, pas au sens juridique du terme. Alors, je rebondis sur la phrase, sur les propos de David Le Breton. Moi, j'ai l'impression quand même que le principe de précaution, souvent, débouche ou renforce une société sécuritaire. Je donne un exemple qui pour moi, est significatif de ce que ça peut produire, même de mécanismes inverses. C'est un exemple qui est peu connu, alors qu'il a des répercussions énormes. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le don du sang et la fabrication des médicaments dérivés, en particulier à partir du plasma. Pour les raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire le sang contaminé, encore qu'il y aurait beaucoup à dire, évidemment, on a appliqué, alors là, à la lettre, un principe de précaution extrême, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pratiquement plus autosuffisant en France en don du sang. Le monopole du don du sang, c'est l'établissement français du sang, l'EFS, puisque toutes ces structures sont nées du drame. Et puis on a coupé en deux avec un établissement qui s'appelle le LFB, Laboratoire de fractionnement et des biotechnologies, laboratoire public, qui fractionne, en particulier pour fabriquer par exemple du facteur 8 pour les hémophiles, les éléments à partir de 100 d'éléments qui sont obtenus par un don du sang. Principe de précaution poussé à l'extrême, on a tellement mis de clauses, etc. On ne peut plus prendre de risques, risque zéro, etc. Ça coûte des millions d'euros d'ailleurs, pour sécuriser ce qui ne peut pas être sécurisé, puisque le don du sang, il y aura toujours un risque. On a même vu des formes de condamnation pour sécurité de résultats, d'après moi, qui n'avaient pas de sens, au sens médical du terme. Et qu'est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire ? À faire que l'EFS n'arrive plus à produire, que du coup le LFB n'arrive plus à se fournir en plasma dont il a besoin pour fabriquer des médicaments dérivés du sang. Ça a une traduction juridique à Bruxelles, c'est qu'on fait sortir la fabrication des éléments dérivés du sang de la DG Santé, ça rentre dans la DG Commerce, et début mars, l'EFS perd son monopole de la collecte et de la distribution du plasma, qui va tomber dans le domaine marchand, ce qui fait que paradoxalement, alors qu'on voulait renforcer la précaution et la sécurité, le LFB va pouvoir, à partir de début mars, se fournir en plasma non éthique, c'est-à-dire qui pourra être acheté à des vendeurs qui, par exemple, économiquement, sont en position de faiblesse. Donc pour moi, cette société sécuritaire dont parlait David Le Breton, elle est renforcée par ce principe de précaution qui aboutit aujourd'hui à son contraire, c'est-à-dire que là où on veut éviter un nouveau scandale du sang contaminé, et personne n'en parle, on va aboutir à des scandales liés au fait qu'on va se fournir en plasma non éthique. Bon, voilà, pour moi, je trouve que c'est l'exemple, le contre-exemple qui voilà. Alors, exprimez-vous. Voilà. Très bien. Valérie Depatte, vous voulez aussi intervenir ou rappeler le problème du distilbène? Oui, je voulais juste donner un exemple juridique qui est, je pense, le plus marquant d'application du principe de précaution. Bon, je crois que vous connaissez tous cette histoire du distilbène, vous en avez entendu parler. C'était un médicament qui était censé éviter les fausses couches spontanées, qui a été donné aux femmes dans les années 60. Bon, 2 laboratoires l'ont fabriqué en France jusque dans les années 75-80, alors qu'à partir de 1950, des études américaines avaient commencé d'une part à mettre en doute l'efficacité du produit, mais surtout avaient commencé à exposer et à porter la preuve de risques potentiels. Pourquoi est-ce que les laboratoires et d'ailleurs en 1971, l'administration américaine avait interdit ce produit au vu de ces études. Bon, les laboratoires français, ils étaient 2, ont continué à fournir du distilbène après 1971, jusque je pense dans les années 80. Ce qu'on leur a reproché, c'est très clair, c'est pas une intuition, on leur a reproché de ne pas avoir surveillé les publications et les travaux sur ce produit. Parce que si elles avaient effectué cette obligation de veille, c'est comme ça que la Cour de cassation s'est exprimée, elles auraient pu mesurer d'une part le doute sérieux sur l'efficacité, mais surtout les conséquences sur les enfants, les fœtus exposés in utero. Je crois que c'est l'exemple le plus clair, des exemples les plus clairs, puis aussi l'hormone de croissance qui était à peu près la même configuration juridique. Oui, c'est vrai que là aussi, on a eu beaucoup d'interventions au début de semaine, et avec Charles Sultan, avec Sylvie Pelbois, qui avait effectivement rappelé ces 2 gros dossiers. On va passer à la salle, donc pour vous passer,
vous passez les micros si vous souhaitez poser des questions. Je peux faire Oui, bien sûr. un commentaire? Oui. On a le droit de parler, hein, même si on passe à la salle. Je voulais aborder un sujet qui est pourquoi les écologues, hein, on préfère dire écologues qu'écologistes pour les différencier de l'écologie militante, pourquoi ils sont en majorité partisans du principe de précaution. Pour deux raisons. Parce que, d'une part, la biodiversité nous rend beaucoup de services. Et malheureusement, on ne découvre ces services que lorsqu'ils ont disparu. Bon, un exemple qui est, on a asséché les marais, toutes les zones marécageuses pendant des siècles. Aujourd'hui, on voit avec les inondations les conséquences. Un autre exemple, c'est l'interaction entre les espèces. Et ça, on ne sait pas. C'est-à-dire que lorsqu'une espèce disparaît et donc il est trop tard, on se rend compte des conséquences. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une demande, lorsqu'il y a un projet, de la part des écologues pour appliquer un principe de précaution jusqu'à ce que l'on comprenne un peu mieux. Patrick Gaudret. Oui, un défenseur du principe de précaution, ou plutôt de ce qu'il recouvre, parce que je dis toujours... Patrick Gaudret, oui, je suis généticien, je suis membre du CCNE. Bon, voilà. En fait, je dis toujours que le principe de précaution a deux inconvénients, c'est de s'appeler principe et de s'appeler de précaution. Le nom est terrible et il permet toutes les interprétations et je trouve ça un petit peu dommage. Même si effectivement le terme de précaution indique bien qu'on est dans une situation où on ne peut pas faire de la prévention. Parce qu'en fait, on n'a pas quantifié les risques, on n'est pas en mesure d'évaluer réellement le risque. Le risque, il faut pouvoir l'évaluer et ne pas le laisser dans un état où il représente simplement un danger plus ou moins menaçant, mais plus ou moins évanescent. Donc il y a effectivement pour moi le premier avantage du principe de précaution, c'est justement que c'est une démarche active et une démarche qui engage la recherche scientifique. Si on ne fait pas de recherche, eh bien à ce moment-là, on ne va pas pouvoir évaluer les risques et on ne va pas pouvoir éventuellement trouver des parades aux dangers qui se présentent. Hein, c'est ce que disait Yvon, je crois très bien. Alors, on peut combattre le principe de précaution, on peut dire effectivement on n'aurait pas fait ceci, on n'aurait pas fait cela si on avait eu le principe de précaution à l'époque. Je crois effectivement que dans certains domaines, on a pris des risques. Hein. Quand on parle de la fécondation in vitro, par exemple, Jacques Testard nous disait encore ce matin au petit déjeuner qu'en fait, on avait joué aux apprentis sorciers, que peut-être on avait pris des risques inconsidérés au tout début. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas de recherche qui permettait d'évaluer les risques qu'on prenait en faisant un certain nombre de choses. Donc je ne vois pas à quel titre on peut condamner un principe qui est un principe d'action qui permet d'essayer d'évaluer des risques et qui nous met dans une situation où on va pouvoir prendre des décisions. Et d'ailleurs, le comité de prévention et de précaution en France définit ce fameux principe de précaution comme étant la prise de décision publique en situation d'incertitude scientifique. Et si on commence à l'intituler comme ça, on commence à voir ce que ça veut dire. Et moi, ça me gêne qu'on puisse dire c'est un principe d'inaction parce qu'effectivement c'est faux. C'est un principe d'action scientifique raisonnée, mais qui nous met effectivement en position là de responsabilité. Et en fait, rejeter pour moi le principe de précaution, c'est prendre un principe d'irresponsabilité et je trouve ça extrêmement grave. Mais pourtant, le principe de précaution n'existe pas dans tous les autres pays. Et quand on est les seuls à faire quelque chose, ce n'est pas forcément que tous les autres ont tort. Donc j'aurais tendance à dire que si nous, on s'est lesté d'un principe de précaution, on risque d'être dans une situation délicate. Pour moi, il y a un avant et un après Furiani. Vous vous souvenez, Furiani, c'est ces loges de foot qui s'étaient effondrées faisant des dizaines de morts. Et pour la première fois, on a mis un préfet en garde à vue. Et tout juste après Furiani, l'hôpital où je travaillais à l'époque a eu la visite des pompiers qui ont constaté qu'il n'y avait pas les trucs anti-feu et les machins qu'il fallait. Et ils ont dit, ce soir, vous fermez l'hôpital. Le préfet ne vous donne plus l'autorisation. Alors on a dit, mais il y a les réas, comment on fait? Le préfet n'en a rien à faire, ne veut pas aller en prison. Et il y a un autre exemple dans le domaine de la santé qui, moi, me parle, c'est ce qui s'est produit aux urgences d'Orléans il y a une dizaine d'années,
Vous savez qu'on mesure les légionnelles dans l'eau des hôpitaux assez régulièrement, ce qui me paraît légitime. Et un jour, les contrôles bactériologiques de l'eau ont montré dans l'eau des urgences à Orléans qu'il y avait quelques légionnelles et le directeur, principe de précaution, a fermé les urgences et il y a eu 3 morts. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Vient un moment où le directeur dit « moi, je ne peux pas continuer de prendre le risque » et il prend une mesure prohibitive, mais il dit « si jamais j'ai une légionellose parce que je n'ai pas fermé alors que je savais qu'il y avait des légionelles dans l'eau, eh ben, je suis cuit, donc moi je couvre ma responsabilité ». Alors, juste Valérie, juste avant de répondre à Israël, il y avait Bernard-Marie Dupont et Bernard Braun qui voulaient réagir à l'intervention de Patrick Gaudret. Alors, je vais répondre à Patrick qui m'a traité d'irresponsable. Je reprends tes propos, tu donnes la définition du principe de la vertu de prudence telle que la donne Aristote. Bon. Alors peut-être que c'est qu'une histoire de mots, mais moi la lecture que j'en fais, c'est qu'en changeant d'énoncé, on durcit et d'une certaine manière, on laisse moins et peut-être même plus du tout de place à la manœuvre. Bon, ceci dit, qu'il s'agisse de vertu de prudence ou de principe de précaution, c'est pas parce qu'on ne l'a pas écrit que les scientifiques n'ont pas le sens de la responsabilité déjà scientifique. Il y aura toujours des scientifiques qui, même s'il n'y a pas de principe de précaution, seront responsables, et il y aura toujours des scientifiques qui, en dépit du principe de précaution, passeront outre. Et alors, puisque la semaine c'est éthique et argent et santé, etc., il y a plus de 10 ans, je crois que c'était il y a 12-13 ans, j'avais écrit une pleine page dans Libération pour dénoncer un scandale sur Internet, de la prescription d'antibiotiques par un grand laboratoire, enfin prescription c'est pas le mot, mais plutôt qui gavait les poulets d'antibiotiques pour les faire grandir plus vite et gagner plus d'argent. Bon, en dépit de ce qu'on sait de la résistance aux antibiotiques, où là vraiment il y aurait une nécessité de faire attention, et de l'application du principe de précaution, on a fermé les yeux sur ce scandale-là, dans la mesure où il y a beaucoup d'argent à la clé. Donc je veux dire, qu'il y ait ou pas un principe de précaution, ça n'empêche pas les scientifiques d'être ou de ne pas être irresponsables. Et je retiens juste que la définition que tu donnes, c'est celle d'Aristote. C'était dans Rebond à Libération. Bernard Braun. Oui, je voulais simplement rappeler que le principe de précaution est inscrit dans le droit communautaire, même s'il n'est pas inscrit comme en France dans la Constitution. Et s'il a été inscrit dans la Constitution chez nous, c'était pour éviter qu'un jour il y ait des recours contre la constitutionnalité d'une loi et qu'on sortait du scandale du sang contaminé et que ceci a permis de faire voter la loi par Jacques Chirac à l'époque, par le Parlement et le Sénat réunis. Ce que je voudrais simplement dire par là, c'est que ça n'a pas empêché pour autant, je dirais, que des produits qui sont extrêmement dangereux, toxiques, soient sur le marché, sachant quand même que dans le système européen, tout produit qui est fabriqué dans un État peut être distribué et vendu dans tous les autres. Et ça vous a été rappelé tout à l'heure, en s'agissant du médicament, normalement les produits de santé étaient réservés, mais maintenant on essaye de faire des autorisations de mise sur le marché européen, ce qui semble-t-il sont beaucoup plus laxistes que les autorisations qui se trouvent en France. Donc il revient toujours de dire que personne n'échappe complètement à l'obligation de sécurité, on va appeler ça mieux que le principe de précaution, sachant que c'est un principe et c'est à chacun de l'appliquer comme il le pense. Mais ce sont les tribunaux, je regrette de parler en juriste, qui l'appliquent, et je dirais que l'autre juriste qui se trouve à cette tribune ne me contredira pas. En général, les juges n'ont pas beaucoup de tolérance pour l'erreur, puisqu'ils considèrent qu'il y a un risque zéro et que la meilleure machine fabriquée par le meilleur industriel, si elle lâche et elle écrase un salarié, eh bien, c'est la responsabilité de l'employeur qui n'a pas pris la précaution et c'est la responsabilité du fabricant qui devait imaginer que ce qui est arrivé devait arriver. Alors, on sort un peu du domaine de la santé, mais il y a toujours, je dirais, une borderline où l'ingénieur ou le scientifique n'a pas tout prévu. Et le principe de précaution oblige peut-être plus à réfléchir un tout petit peu plus et à entrer un peu plus dans des débats visiblement relativement passionnels. Je ne crois pas que notre liberté doit être sacrifiée au profit de notre sécurité. Valérie ? Oui, je me permettrai d'appuyer votre propos en disant que je pense que dans ces cas-là, la responsabilité de l'employeur
trouve son fondement bien au-delà du principe de précaution. C'est une politique judiciaire qui veut qu'on protège celui qui est considéré comme le plus faible. Mais je voulais revenir sur l'exemple donné par Israël Mizan à propos de l'hôpital qu'on voulait fermer. Je crois que tout l'art du principe de précaution se trouve dans l'identification d'hypothèses de risques potentiels et de quantification. Et c'est pour ça que je me demande, là c'est une question que je me pose, si le principe de précaution est compatible avec l'urgence. Voilà. Et si dans ces cas d'urgence, c'est pas plutôt de la prévention, parce qu'après tout, on avait identifié le risque. Et je pense qu'avec quelques études, le préfet pouvait trouver un moyen de le quantifier. Je crois que c'était plutôt de la prévention. On savait ce qui risquait de se passer. Le principe de précaution est un principe très délicat, très, très fin dans ses contours, et je ne pense pas qu'il puisse se marier correctement avec une décision d'urgence. Il y a une question dans la salle. Et là aussi, après. Bonjour. Alors, j'aimerais juste revenir sur la question du don du sang. Et je voulais savoir comment étaient en fait évalués, enfin construites, les principes de précaution et s'ils étaient réévalués, repensés au fur et à mesure du temps et de l'évolution de la société. Parce que pour avoir pu observer que les principes de précaution pour la collecte du don du sang dépendaient donc des risques que les personnes avaient d'avoir développé des maladies telles que les IST, et que du coup, les questions qui vous ont posées, c'est est-ce que vous êtes fidèle, est-ce que votre partenaire vous est fidèle et est-ce que vous êtes en couple de manière durable. À l'heure où des sites internet que je ne citerai pas permettent de trouver facilement des relations extra-conjugales et même des excuses, tout ça, est-ce que c'est encore valable ce type de sélection ? Alors, je réponds rapidement aussi en rebondissant à ce que disait Valérie pour dire je suis d'accord, le principe de précaution est trop fin dans son application aussi pour parfois en médecine s'appliquer de manière... on a des situations brutales qu'il faut gérer et là, effectivement, le principe de précaution, c'est pas bon. Bon, répondre à la question du don du sang, il y a une ambiguïté terrible dans le don du sang qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est qu'on demande, alors évidemment c'est le scandale du sang contaminé, ça peut se comprendre, toujours plus de sécurité. Alors la sécurité en l'aval, on l'a de plus en plus, diagnostic génomique viral, etc., etc. Tout ça, oui, mais en même temps, le don du sang, qui est une chaîne, puisqu'à partir du geste altruiste, on arrive par exemple à fabriquer un médicament, c'est-à-dire un produit manufacturé fini qui a un coût et qui a un prix, ça repose sur quoi le premier geste? Sur un geste altruiste, le don du sang, qui repose donc sur un entretien pré-don qui est purement subjectif. C'est-à-dire que, alors bien sûr, non, je dis purement, j'exagère. Il y a des faits objectifs, c'est-à-dire que si on a eu telle ou telle pathologie, mais ça c'est un fait. Mais quand même, l'entretien pré-don repose sur un questionnaire subjectif entre le médecin de collecte et le candidat au don, sur lequel on va lui demander ses pratiques sexuelles, s'il est fidèle, s'il a telle ou telle pratique, etc. Bon. Et donc, pour avoir suivi ces camions de collecte dans différentes régions de France, c'est fascinant de voir que pour certains, par exemple, je m'en souviens très bien, aller voir une prostituée, c'est pas être infidèle puisque je continue d'aimer mon épouse. Et donc, c'est juste un dérivatif une fois par mois quand je touche ma pension, je me rappelle. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que on voit bien que là, il y a une exigence qui est celle du principe de précaution, très fine, comme l'a dit Valérie Depatte. Et en même temps, comment on fait de l'autre côté quand... alors, si je vais jusqu'au bout de la logique, à partir du moment où je ne peux pas assurer à 100% que le candidat au don réellement est sincère, je fais ce qu'on est en train de faire et on voit où ça nous mène. Je multiplie les causes d'évitement et les exclusions du don. Et on arrive à la situation que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pratiquement plus autosuffisant. Voilà. Bernard Berti. Oui, bonjour. J'aimerais rappeler, à l'origine, le principe de précaution concerne aussi la mise sur le marché de produits nouveaux. Et ce qui m'apparaît intéressant, qui n'a pas été souligné, me semble-t-il, jusqu'à maintenant, c'est qu'il s'accompagne souvent, pas dans toutes ses versions, dans ses versions plutôt fortes, du renversement du fardeau de la preuve. Si ce n'est plus à l'État à démontrer qu'une nouvelle molécule ou un nouveau produit est dangereux, c'est à celui qui le produit de montrer qu'il est... en tout cas que le risque n'est pas exagéré. Je pense que c'est important dans la gestion, effectivement dans une société où dans la mondialisation, où le pouvoir, on en a parlé dans la table ronde précédente, le pouvoir des pharma ou d'autres industries est si fort, et que que les
possibilités, notamment financières de l'État, deviennent si faibles, ce renversement du fardeau de la preuve m'apparaît quelque chose comme d'extrêmement intéressant. Puis juste encore une remarque concernant le maïs BT de Monsanto, qui est un OGM parmi d'autres, sans doute un des plus problématiques. Moi, je pense que ce n'est pas une question de précaution, c'est une question de cynisme. Monsanto sait très bien qu'après 10 ans, il y aura des résistances. Mais ça n'a pas d'importance puisque le brevet sera échu. Donc de toute manière, il faudra trouver autre chose si on veut continuer à faire de l'argent. Je vais compléter pour que tu puisses répondre en groupe. Il y a aujourd'hui, semble-t-il, chaque année 10 000 nouveaux produits chimiques qui sont déversés dans la nature par les industriels qui, manifestement, ne peuvent pas tester les différentes toxicologies de tous les produits qu'ils déversent, encore moins les options tératogènes, encore moins les conséquences sur les générations futures. Je fais référence au chlordécone qui reste 200 ans dans les sols et qui donne des cancers de la prostate. Les industriels, ils ont donc intérêt à ne pas faire trop de recherches sur les produits qu'ils déversent dans la nature, parce que si ils ont fait des recherches, ça pourrait vouloir dire qu'ils ont eu le doute sur la toxicité des produits qu'ils ont répandus, alors que, comme ils n'en font pas, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on n'est pas là dans un principe qu'on a édicté, mais qui n'aura aucune forme de possibilité d'influence sur le déversement des produits chimiques dans la nature? Alors je commence par répondre sur ces produits chimiques. C'est du domaine de l'écotoxicologie. La réponse, c'est que la recherche publique se développe dans ce domaine et que même si les industriels ne font pas de recherche dans ce domaine, je peux vous dire que dans les laboratoires, on est en train de se préoccuper du problème posé par ces polluants qui ne sont pas en quantité analogue à ce qu'on utilise en toxicologie. Je disais l'autre jour, en toxicologie, on va augmenter la dose de plus en plus jusqu'à ce que, par exemple, la moitié des animaux, des organismes qui sont pris comme témoins meurent. C'est comme ça qu'on détermine les taux en toxicologie. En écotoxicologie, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a d'abord un problème multifactoriel, combinaison de produits chimiques, sur des taux qui ne sont pas très élevés, mais sur très long terme. La recherche est en train de se développer. Je peux vous dire qu'au CNRS, on est en train de développer considérablement cette recherche. Alors j'espère qu'elle n'aura pas de barrage, qu'il y aura des financements. Évidemment, c'est ce qui conditionne son succès. Maintenant, pour les OGM, très clairement, à mes yeux, l'activation de la clause de sauvegarde, c'est l'utilisation d'un principe de précaution, c'est la mise en œuvre. Alors, évidemment, je me souviens d'Allègre qui, il y a quelques années, disait on sera en retard, sur les plateaux de télévision, on sera en retard vis-à-vis des Américains. Peut-être commercialement. Néanmoins, et vous avez tout à fait raison, pour nous qui travaillons, et c'est pour ça que j'ai amorcé tout à l'heure en parlant de l'interaction entre les espèces, c'est le b.a.-ba qu'à un moment donné, la nourriture étant le moteur de l'évolution, c'est vraiment le moteur de l'évolution, il y aura des individus qui s'adapteront, qui résisteront. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on en a la preuve. Donc aujourd'hui, il y a très peu de chances pour que, on a eu un débat à l'Académie récemment là-dessus, il y a très très peu de chances pour qu'on accepte les OGM pour cette raison. Parce que on constate déjà dans deux pays, qui sont l'Afrique du Sud et l'Inde, des résistances à caractère. Alors la première était à caractère récessif. Alors aussitôt Monsanto a dit oui, ça on s'y attendait. Et c'est très bien qu'il y ait une opposition aux OGM parce qu'il va y avoir une juxtaposition des zones OGM et non OGM. Et les ravageurs qui ont acquis la résistance à caractère récessif, en se reproduisant avec ceux des zones autour non OGM, vont disparaître puisque le caractère est récessif. Manque de bol, et nous, on disait que ça arriverait, il y a aujourd'hui cette résistance à caractère dominant et qui là rend vraiment problématique l'utilisation du BT, d'autant que le BT est un insecticide qui est très considéré par exemple par les Américains comme de très très grande valeur écologique. Il est utilisé en agriculture biologique. Alors,
C'est vrai qu'il y a 10 ans, on pouvait dire on va être en retard commercialement, ça va être une catastrophe pour l'Europe par rapport aux Américains. Je peux vous dire que si, vu le nombre d'hectares où on utilise des OGM aux États-Unis, si cette résistance des ravageurs à caractère dominant se développe, je crois qu'on sera très content d'avoir utilisé ce principe de précaution en Europe. Mais là, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Le problème de la science, c'est quand il s'agit du vivant, ce n'est pas un tout ou rien, ce n'est pas un oui ou non. On réfléchit sur des probabilités. Et je crois que c'est cela qui explique pourquoi le principe de précaution est important en écologie. Je reprends l'interaction entre les espèces, par exemple. Vous savez probablement, et je crois que quand on s'intéresse à la santé, on ne doit pas s'intéresser seulement aux pathologies, aux maladies, mais on doit s'intéresser aussi à ce qui permettra aux générations futures de survivre, l'alimentation. Vous savez que, par exemple, la morue, qui vraiment rendait un énorme rôle dans l'alimentation, notamment dans certains pays, je pense au Portugal, la morue, qui était essentiellement pêchée sur les bancs de Terre-Neuve, était en train de disparaître, commençait à donner des signes d'inquiétude du point de vue des stocks au large du Canada, et les Canadiens ont dit on interdit aux autres pays de pêcher dans nos eaux territoriales. 1980. Les stocks ne sont pas remontés. Et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de notre ignorance de l'interaction entre les espèces. On s'est rendu compte dans un deuxième temps que l'on pêchait trop de harengs. Les harengs étant la nourriture des morues adultes, les morues adultes cannibalisaient, mangeaient les jeunes morues. Aujourd'hui, on comprend un peu mieux, mais les stocks ne remontent toujours pas. Donc il y a d'autres facteurs que l'on ne comprend pas. C'est pour ça que cette science de l'interaction entre les espèces est si importante et qu'elle doit amener à plus de prudence, sachant que là, dans ce domaine de la surexploitation des ressources, c'est la biodiversité, l'homme est un apprenti sorcier. Une demande de parole ou question dans la salle? Oui, madame. Oui, je voudrais revenir sur le principe de précaution en médecine, qui est mon domaine. Le principe de précaution, comme disaient plusieurs orateurs, doit être raisonnable et raisonné et ne doit surtout pas conduire à l'abstention, ce qui a été le cas pour cet hôpital. Quand il y a des légionnaires, eh bien, il y a des mesures à prendre et on ne ferme pas un hôpital. Nous avons vécu dans nos hôpitaux quelque chose qui, effectivement, au début, nous a irrités pour le principe de précaution. C'est au moment du scandale de l'hormone de croissance. Comme ça arrivait après le scandale du sang, vous imaginez que là, la tutelle a mis le parapluie, mais enfin c'était plus qu'un parapluie, et la première circulaire, si nous l'avions appliquée pour la prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, au bout de 3 mois, nous n'avions plus de matériel dans nos hôpitaux. Donc nous avons les équipes, les pharmaciens, les équipes de médecins qui travaillent là-dessus, nous avons fait remonter ça à la tutelle et nous avons demandé de travailler avec eux, ce qui a été fait. Nous avons travaillé ensemble avec les experts scientifiques qui travaillaient sur le prion, etc. Et là aussi, je reprends un des termes, le principe de précaution doit être actif et non passif. On est parti effectivement de suspicion pour, avec les recherches, trouver que finalement, c'était plus un suspect, c'est devenu un risque avéré. Et c'est vrai qu'au début, tous les autres pays européens se moquaient un peu de nous, les Français, en disant « mais qu'est-ce que c'est que vos histoires avec le prion ?» Et au fur et à mesure de nos recherches et de nos modifications circulaires, parce qu'au fur et à mesure, nous les avons modifiées, elles ont été modifiées. Et pour finir, je me souviens de présentations que j'ai faites en Suisse ou en Allemagne, ils ont fini par nous demander « vous ne pourriez pas nous traduire ça dans nos langues ?» Comme quoi, c'est évolutif. Et je crois qu'il ne faut surtout pas que ce soit, effectivement, au départ, vouloir couvrir tout. Ça n'est pas possible. Il faut effectivement mesurer le risque et ensuite évaluer.
Mais peut-on mesurer un risque sur un domaine scientifique que l'on connaît mal ou de manière imparfaite? Je pense qu'on peut peut-être adapter les mesures prises dans le principe de précaution au fur et à mesure de la découverte des connaissances, qui aujourd'hui est rapide. C'est pour ça que je disais que c'est le contraire du principe d'urgence, à mon avis, le principe de précaution. C'est une veille permanente, une surveillance qui permet justement de rectifier le tir au fur et à mesure. Oui, l'adaptation du risque, elle est vraie dans tous les domaines. On ne va pas prendre les mêmes risques quand on lance un homme dans l'espace que lorsqu'on lance un robot. C'est évident. Eh bien, c'est pareil dans le domaine scientifique, et je pense que lorsqu'on s'adresse à des questions de santé humaine, on va faire beaucoup plus attention, évidemment. Mais maintenant, je crois encore une fois, moi j'insiste sur le fait que c'est le manque de connaissances qui nous amène à considérer ce principe de précaution. Je me souviens, je présidais déjà alors le conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité qui conseille la ministre de l'écologie. Et à l'époque, c'était Nelly Olin qui était la ministre de l'Environnement. Et c'est l'époque, vous en souvenez tous certainement, où dans la presse apparaissaient de très très nombreux articles disant la grippe aviaire est en train d'exploser à cause des oiseaux migrateurs. Nous, on a attiré l'attention de la ministre sur le fait qu'il se déplaçait le long du transsibérien. Et on lui a dit attention, parce que si la cause est haute, c'est une solution de facilité de dire les oiseaux migrateurs, mais si c'est un problème, par exemple, de trafic d'animaux, on va prendre des risques énormes pour la santé humaine. Donc attention. Et elle a fait faire, elle a activé le ministère de la Santé. C'était un trafic de poussins qui venaient de Chine. Donc, je crois que là, on voit bien que dans des problèmes de santé, et j'inclus l'alimentation, le problème souvent que l'on doit résoudre, c'est faire appel à toutes les disciplines scientifiques et pas seulement c'est pas seulement à la communauté qui est spécifiquement en train d'étudier cette maladie. Et Ebola, je pense que là aussi c'est un problème d'interaction entre les espèces. On sait qu'il y a des chauves-souris, on ne comprend pas pourquoi ces chauves-souris. C'est encore une fois probablement une question d'interaction dans la chaîne alimentaire entre les espèces, et probablement la même raison aussi pour les requins à l'île de la Réunion qui n'ont absolument pas un comportement normal. Alors tout à l'heure, David Le Breton disait « le risque, c'est important dans la vie ». C'est important à condition que moi, je décide pour moi de prendre un risque. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'autres qui prennent des risques pour moi, d'où la nuance. J'ai vu, pour illustrer ça, et tout le monde le sait, c'est un gros scandale, des laboratoires qui, ne pouvant pas payer les assurances nécessaires à leur recherche sur de nouveaux médicaments, assurances prohibitives et probablement du fait du principe de précaution, sont allés faire leurs recherches ailleurs, sur des gens moins protégés. Le principe de précaution dont on a revêtu les Français ne les protège-t-il pas au détriment d'autres? Et ensuite, une demande de parole de Jean-Louis Mandel. Donc, on protège ici, mais pas ailleurs. Est-ce que le fait d'être protégé ici nous dispense de voir ce qui se passe ailleurs? Alors, je crois que c'est un problème philosophique, c'est tout le problème du risque. Bon, on est protégé au cas où le risque se réaliserait, c'est bénéfique, et au cas où il ne se réalise pas, mais où en revanche l'action en question est bénéfique, on est perdant. C'est toute la philosophie, je crois, qui se trouve là. C'est le fondement même de la décision. Bernard-Marie Dupont. Oui, alors pour répondre à Israël, oui, c'est aussi le problème, c'est-à-dire que trop de sécurité, peut-être que, je ne sais pas si ça tue la sécurité, en tout cas ça peut déplacer le problème ailleurs. Je me souviens d'études au Canada qui étaient faites sur les minorités amérindiennes. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas protégées par les mêmes droits.
Donc là, ce n'était pas forcément le principe de précaution, mais par exemple sur le tabac, sur des antidépresseurs, avec des taux de suicide très élevés, on l'a fait entre autres sur les Indiens Mohawks. Pourquoi? Parce que on arrive toujours à contourner. Bon. Et l'exemple inverse, la France a un principe de précaution. Bon, pourquoi pas, très bien. Ceci dit, j'attends toujours le fameux procès sur l'amiante. Et dans l'Italie de Berlusconi, il y a quand même eu le procès de Turin, qui a abouti à la condamnation des PDG à 17 ans de prison, je crois, l'équivalent du PDG d'Eternit. C'est-à-dire que parfois, avec un principe, on déplace le problème ailleurs, et il y a aussi des pays qui n'ont pas de principe et qui arrivent à avoir une justice efficace. Bernard Braun. Au pays de l'énergie nucléaire, dans notre région, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé la fermeture de la centrale de Fessenheim il y a 3 ans, approuvé en cela par le Conseil d'État, simplement parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes du risque. Donc vous voyez, d'un côté, vous avez le principe de précaution qui a évidemment été avancé, rejeté par le rapporteur public et rejeté par le tribunal et par toutes les instances administratives jusqu'à la plus importante. Donc on se rend quand même compte qu'une des choses les plus décriées, vous allez en Allemagne, vous voyez des émissions à la télévision allemande, nous sommes des frontaliers, qui vous disent qu'en France, les gens ne sont pas protégés parce qu'ils vivent à côté de centrales nucléaires qui ont 30 ans, 40 ans et qui ne sont pas sécures. Et nous, d'un autre côté, on se plaint parce qu'on a un principe, parce que nous ne serions pas les meilleurs juristes du monde, mais les plus grands tartuffes du monde. Jean-Louis Mandel, il attend. Oui, juste quelques points, notamment sur ce que disait Yvon Lemao. Je pense qu'effectivement, il faut quand même pouvoir mesurer ou estimer le risque par rapport aux bénéfices espérés, aux bénéfices pour la population. Je ne parle pas pour Monsanto ou autres. Et deux choses. Et tu disais avec justesse qu'il fallait plus de science, mais comme on voit en Alsace où des essais en plein champ sont détruits et donc ne permettent pas d'accumuler ces résultats scientifiques, je pense que ça c'est quand même pas défendable. Et ensuite il y a des choses qui sont poussées, je dirais à l'extrême. Par exemple, quand il y a interdiction d'avoir dans des aliments moins de, ou plus de, je sais pas, 0,0001% d'OGM, alors qu'on sait très bien qu'en tout cas il n'y a pas de danger pour la santé publique d'avoir un pourcentage d'OGM dans l'alimentation qui est extrêmement faible, et en tout cas certainement moins que le danger du tabac qui est largement vendu. Donc ça c'est une chose. Et la troisième chose, juste sur l'assèchement des marais, alors effectivement, sans doute tu as raison que ça a des conséquences sur l'équilibre écologique, mais d'autre part, ça fait disparaître le paludisme en Europe, et je crois que ça, c'est quand même une chose qui était importante. Merci. Qui aimerait répondre? Yvon Lemao. Mon droit de réponse sur ces différents points. Alors, en ce qui concerne les tests en plein champ de l'INRA à Colmar, les avoir détruits, c'est un scandale. Non, on est parfaitement d'accord. On doit pouvoir continuer la recherche, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas assez de recherche sur les OGM, et notamment, on sait depuis peu, c'est des travaux qui ont été réalisés il y a 5 ans par des Suisses de Neuchâtel, que les plants de maïs qui sont à l'origine des plantes d'aujourd'hui, lorsqu'ils étaient attaqués par un ravageur, lorsque sur une des plantes, une des feuilles de la plante, une chenille commençait à laisser des excréments, toutes les feuilles de ce plant émettaient une substance volatile qui attirait le prédateur, on appelle ça une guêpe parasitoïde, qui venait pondre dans la chenille. On a fait disparaître. Dans les plantes d'aujourd'hui, on n'a plus ce mécanisme naturel. Et je crois que l'avenir, il est probablement dans une combinaison entre les biologistes moléculaires et des chimistes pour reproduire ce genre de phénomène qui survient uniquement lorsqu'il y a des ravageurs et qui évite donc ce qui se passe aujourd'hui, l'acquisition d'une résistance de la part des ravageurs, parce qu'on en produit sans arrêt sur toutes les surfaces où il y a des OGM. Donc voilà pour les OGM.
Le pourcentage des OGM, moi je suis scientifique. Donc je vais dire que tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'effet avec quelques pourcents. Très probablement, je le pense. Mais c'est vraiment pas prouvé. On l'a bien vu dans le débat l'autre jour, Corinne Lepage a bien dit que ce qu'elle regrettait, c'est qu'il n'y ait pas de suite aux expériences de Serralini. Et puis par ailleurs, pourquoi Monsanto s'est-il opposé à ce qu'il y ait une traçabilité des OGM aux États-Unis, ce qui empêche toute étude épidémiologique? Je pense qu'en termes de probabilité, tu as probablement raison qu'il n'y a pas d'effet des OGM, d'effet négatif, mais on ne peut pas l'affirmer. Il n'y a pas de démonstration, contrairement à ce que dit Monsanto. Très bien, monsieur. Excusez le caractère un peu prosaïque de ma question. Est-ce qu'on connaît les répercussions de l'application du principe de précaution sur le PIB, en conséquence sur le nombre de chômeurs? Est-ce que vous estimez que la baisse du chômage est une urgence? Alors, il y a énormément d'articles, effectivement, monsieur, là-dessus. Il y a des études, effectivement. Il y a une réflexion dans les cercles économiques sur l'incidence du principe de précaution sur l'innovation, sur l'activité, donc sur le chiffre d'affaires, etc. Alors, je ne sais pas si l'un ou l'autre intervenant pourrait répondre plus précisément à votre question. Je regarde toujours Bernard Braun, Valérie Depatte, mais je pense que... C'est une question d'ordre économique. D'ordre économique, oui. Oui, c'est une question d'ordre économique, mais bon, je n'ai pas répondu, pardon, au nucléaire. Et je vais répondre aux deux, mais sur le plan économique, bon, on voit très bien, par exemple, que si on prend un risque, et je reviens à l'exemple des OGM, et que sur la totalité d'un pays, tous les plans OGM ont entraîné une résistance des ravageurs, je peux vous dire que les conséquences économiques elles vont être terribles. Le nucléaire, je ne pense pas qu'il y ait de risque de tsunami à Fessenheim. Il y a certes un problème, mais il a été parfaitement identifié, qui est celui de la base en béton. Tout le reste, et donc il est prévu de consolider pour répondre à des normes sismiques beaucoup plus sérieuses. J'ai visité Fessenheim. Les écolos, ils ne veulent pas visiter Fessenheim. Moi, j'y suis allé. Quand on dit c'est une vieille centrale, etc., certes, le béton est le même qu'à l'origine, mais tout a été refait autour. Les dangers, ils ne sont pas là, à mon avis. Les dangers, ils sont dans le personnel de sous-traitance qui, parce qu'on veut faire des économies, on veut que ça coûte le moins cher possible, est-ce qu'on emploie toujours des gens qui ont les qualifications requises? Et puis, beaucoup plus grave encore, moi je pense que le risque le plus grand pour la France, vu son nombre de centrales, c'est un risque de terrorisme. Sinon, très franchement, je pense que... Et puis c'est bien qu'il y ait une opposition très forte, parce que ça nous rassure dans la mise en œuvre des mesures de protection, de sécurité. Donc, je crois que là, c'est un exemple. Je travaille en écologie, mais je ne suis pas ceux qui, par principe, sont opposés au nucléaire, surtout qu'à l'heure actuelle, il est complètement irréaliste de dire qu'on peut remplacer la consommation d'électricité sur l'ensemble de la France par des éoliennes. Alors, Michel Girold, qui nous suivait sur Internet et qui est venu poser sa question. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser la question suivante. L'éthique concerne surtout les experts, les sachants, ceux qui pratiquent. Est-ce que le principe de précaution n'est pas le moyen pour le citoyen, par les politiques, de revenir dans le champ des grandes décisions sur le plan scientifique? Je répondrai juste d'une David phrase. Le Breton, oui. Effectivement, il y a beaucoup la société civile, souvent, utilise des experts à elle pour contrecarrer les experts scientifiques ou qui représentent, en tous les cas, qui représentent des intérêts qui iront à l'encontre, justement, d'une expertise qui serait sérieuse. Donc, il y a un conflit d'expertise aujourd'hui qui est dans énormément de domaines polémiques.
Alors, qui aimerait intervenir? Peut-être Bernard-Marie Dupont? Pour moi, il n'y a pas d'expert en éthique. Non, mais, pour moi, chaque citoyen a non seulement le droit, mais ce n'est pas forcément une histoire de droit, mais parce que justement il est citoyen de la cité, j'en reviens à mon fameux Aristote, mais aux autres aussi, Platon, etc. On a un rôle à jouer dans la société, on vote, on choisit, on peut ne pas choisir, on peut choisir, quel qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mais il faut choisir. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir d'experts en éthique ni de sachants. Il y a peut-être des gens qui manipulent au quotidien parce que c'est leur métier le concept, mais je pense qu'il faut s'en méfier. Mais en tout cas, je pense que l'expertise éthique, enfin moi je m'en méfie des éthiciens professionnels, comme ça peut exister par exemple, c'est pas une critique des États-Unis, mais ça existe aussi aux États-Unis, ou alors là, quelle est l'indépendance? Monsanto est entouré d'experts éthiciens, etc. Donc, enfin, je ne sais pas si Patrick qui représente le CCNE. Bernard-Marie Dupont, justement, avant de passer la parole à Patrick, ce serait peut-être intéressant de rappeler peut-être ce qu'est l'éthique, pour bien comprendre pourquoi est-ce que... ben oui, une fois qu'on a dit ça, alors, il faut aussi expliquer ce que c'est, pour comprendre pourquoi est-ce que c'est en chacun, et chacun en capacité d'y penser aussi. Oui, en 3 mots, 2500 ans de pensée philosophique, c'est impossible. Je pense que l'éthique, c'est une interrogation, en tout cas, sur la place de l'autre en tant qu'autre, en tant que citoyen et co-citoyen. Et j'aime bien aussi la phrase de Ricoeur qui dit, finalement, vivre en éthique, c'est quoi? C'est essayer de trouver le moyen de vivre les uns avec les autres, en dépit de nos différences et nos divergences, dans des institutions qui sont les plus justes possibles. Et ça veut dire que quelqu'un a dit, je crois que c'était madame tout à l'heure, ça doit être évolutif, ça doit bouger, les lignes ne sont pas figées. Mais l'éthique, c'est ça, c'est cette énorme question sur le comment est-il possible de vivre ensemble. Valérie de Patsepac. Oui, je comprends tout à fait ce que dit Bernard-Marie Dupont, mais je crois que l'éthique, c'est... Il y a des chaires d'éthique, il y a des professeurs en éthique, notamment en éthique médicale. L'éthique, c'est un domaine de réflexion qui est quand même aujourd'hui construit de beaucoup de strates et de beaucoup de références. Donc il y a quand même une sorte... Enfin, il y a une expertise éthique de personnes qui manipulent mieux que d'autres ou qui peuvent identifier et expliquer aux autres en quoi consistent nos valeurs et leurs fondements. Où est-ce qu'on les trouve? Donc, je pense qu'il existe une Patrick Gaudret, éthique. qui n'a pas l'air d'accord, mais c'est intéressant aussi à entendre. C'est bien quand les gens ne sont pas d'accord. Pour une fois, pour une fois, j'allais dire... Non, pour plusieurs fois, je suis d'accord avec Bernard-Marie, mais je ne suis pas d'accord avec Valérie. Je pense effectivement que l'éthique est par essence pluridisciplinaire. Oui. Ça n'est pas une discipline. Donc, les enseignements d'éthique sont une exagération pour le moins. Je crois effectivement, comme Bernard-Marie, que les éthiciens n'existent pas. Donc quand quelqu'un se présente à moi comme étant éthicien, je suis toujours gêné, je ne sais pas si je dois lui serrer la main ou pas. Donc, et pour répondre à ce monsieur, je dirais aussi que l'application du principe de précaution, au contraire, là, fait appel à l'expertise, mais à l'expertise scientifique. Parce que c'est un appel à la science, c'est un appel à l'acquisition de connaissances nouvelles pour mieux évaluer un danger. Donc, en fait, c'est un petit peu l'inverse qui se passe, mais la réflexion amont, qui est une réflexion éthique, c'est celle que nous devons avoir tous ensemble et qui n'appartient à personne et qui ne doit surtout être confisquée par personne. Monsieur qui nous suit depuis lundi. Oui, bonjour. J'ai une question rapide à poser. Peut-être plutôt à Monsieur Lemao. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, je pense notamment en 1944, lorsqu'on a découvert la streptomycine, est-ce que si on avait appliqué un certain principe de précaution, on aurait pu éviter de se frotter actuellement à un fléau qui se développe de plus en plus, qui est justement la résistance aux antibiotiques? J'y viens parce qu'on en a entendu parler plusieurs fois. Je pense que la résistance aux antibiotiques, elle est apparue à partir du moment où les antibiotiques ont été utilisés en excès. Ce n'était pas le cas en 1944. En 1944, et bon, si mon souvenir est bon, en tout cas, beaucoup de gens sont morts qui auraient pu être sauvés si les Américains étaient arrivés plus tôt, car c'est les Américains qui ont amené ces antibiotiques. Non, c'est l'excès. C'est l'excès là qui est à l'origine de cette résistance. Et c'est un très très gros problème à l'heure actuelle. D'où un intérêt, par exemple, dans les substances, par exemple, qu'étudie Jules Hoffman, les défensines,
qui d'ailleurs ne sont pas seulement actives contre les bactéries, mais également contre des champignons pathogènes. Et bon, ça ouvre d'immenses espoirs, et je trouve, moi personnellement, qu'actuellement, on ne développe pas suffisamment cette recherche sur d'autres substances. Je vais m'arroger le droit de la dernière question. Elle s'adresse à chacun, mais plutôt à Valérie. On voudrait aujourd'hui mettre... C'est peut-être une question de Benet, peut-être, mais j'assume. On voudrait aujourd'hui mettre le tabac sur le marché français. Ce serait interdit, car on aurait la possibilité assez aisée de prouver assez rapidement la toxicité grave du tabac. L'année prochaine, il va mourir 78 000 personnes du fait du tabac, plusieurs centaines par jour. Ça a été redit ici par plusieurs personnes. Et l'État empoche 17 milliards d'euros de taxes sur le tabac, plus probablement une dizaine de milliards d'euros sur les retraites qu'il n'a pas besoin de verser aux gens qui auront cotisé toute leur vie et qui seront entre quatre planches au moment de toucher la retraite. Et il vient de modifier très subtilement les prix de la taxation parce qu'on s'est aperçu que quand on augmente trop rapidement le prix du tabac, les gens fument moins et que ça rapporte moins. Donc l'État, pour moi, il y a toutes les caractéristiques de la complicité. Bon, d'accord, les firmes tabac, machin, c'est des firmes privées, elles veulent faire de l'argent, mais l'État qui fait de l'argent sur notre dos en sachant que ça va tuer 78 000 personnes, est-ce qu'on ne pourrait pas lui reprocher d'avoir manqué au principe de précaution? Alors, je crois que je ne vais pas défendre l'État vendeur de cigarettes, c'est pas le but. Mais c'est au fur et à mesure du temps et de la consommation qu'on a découvert quand même les méfaits du tabac et ses dangers, et on ne cesse. Alors c'est le paradoxe. D'un côté, on détaxe, enfin on veut en vendre, mais de l'autre côté, on augmente sensiblement les obligations d'information. Bon, il y a eu la loi Veil, la loi E20, maintenant on interdit même les cigarettes électroniques. Bon. Mais effectivement, de toute façon, toutes ces considérations sont faites de considérations financières qui font que je pense qu'on ne peut pas se passer d'un jour à l'autre des sommes ramenées par le tabac. Donc on compense avec une information maximale qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Bon, on peut se souvenir aussi de ce qu'avait dit. Avec toutes les vidéos et les captations vidéo, donc à partir de... Normalement, elles sont sur le site le lendemain, me semble-t-il. Hein. Voilà, le lendemain. Bien, bah écoutez, on arrive tout doucement à la fin de ce débat. Merci beaucoup de votre attention. Merci de votre présence et puis de votre participation à ces débats. Bonne soirée et à demain à partir de 10h.